Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire et notre question du jour. Comment rendre les territoires d'outre-mer attractifs pour nos jeunes? Quels outils sont mis en place pour qu'ils puissent accéder à une éducation de qualité? On en parle dans un instant avec nos invités. Lutter contre les inégalités à l'école dans les quartiers prioritaires, c'est la mission que s'est donnée Espérance Banlieue. Son fondateur sera avec nous en deuxième partie de l'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, c'est le cuisinier Merwan Bounekraf qui a répondu à ces questions. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref avec Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Virginie. Alors on commence aujourd'hui avec les écoles qui vont être peut-être privées de courant cet hiver. Le risque serait élevé au mois de janvier et même en cas d'hiver doux. Dans une circulaire envoyée au préfet hier, le gouvernement a prévenu que les écoles ne seraient pas épargnées. Elles pourront faire l'objet de délestage pendant maximum 2 heures entre 8 et 13 heures et uniquement le matin, ce qui entraînerait tout de même leur fermeture. Impossible d'ouvrir les écoles sans alarme, ni chauffage, ni électricité alors qu'il fait nuit le matin, expliquent les pouvoirs publics. Pour ne pas être surpris, les parents d'élèves pourraient être informés au pire des cas à 17 h la veille ou au mieux 3 jours avant. Pour les zones rurales qui seraient principalement touchées, les équipements prioritaires y seraient souvent absents. Le couple présidentiel est en ce moment même aux États-Unis pour un voyage diplomatique. Et à cette occasion, Brigitte Macron a été acclamée par les étudiants américains. Hier, l'épouse du président de la République s'est rendue à la Duke Ellington School of Art de Washington. L'occasion pour l'ancienne professeure de retourner à l'école pour découvrir le travail des jeunes artistes en herbe, mais aussi d'être accueillie comme une superstar. Demain, Brigitte Macron se rendra dans un autre établissement, le lycée français de la Nouvelle-Orléans. Elle y abordera la lutte contre le harcèlement à l'école et en ligne. Elle sera accompagnée de Jill Biden, première dame et épouse du président américain. Interrompu à cause du confinement en mars 2020, le procès de la fusillade du lycée de Grasse recommence ce jeudi, 5 ans et demi après les faits. Et oui, le 16 mars 2017, un élève de première armé d'explosifs, d'un revolver et d'un fusil de chasse ouvre le feu dans l'enceinte du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse pour s'en prendre à plusieurs de ses camarades. En une demi-heure, l'adolescent blesse 5 personnes, dont son proviseur qui tentait de s'interposer avant d'être interpellé par la police. À partir de ce jeudi, Kylian B sera jugé à Nice aux côtés d'un de ses camarades qui l'aurait aidé dans son projet meurtrier. Les adolescents risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le verdict est attendu le 16 décembre prochain. Et on termine avec un focus sur le salon Educatech Expo. Le salon Educatech Expo s'est ouvert cette semaine et comme chaque année, il réunit tous les acteurs du secteur éducatif et numérique, start-up, organismes privés, enseignants et collectivités. Ils sont tous réunis jusqu'au vendredi 2 décembre à la Porte de Versailles à Paris. Reportage signé Louis Belin. Coup d'accélérateur pour les technologies de l'éducation en France. Avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022, le secteur a franchi un palier symbolique après 2 années de crise sanitaire. On sort d'une crise sanitaire, donc déjà le salon n'a pas eu lieu en 2020. Il a eu lieu à la sortie de la crise en 2021 et tout le monde était très content de se revoir. Donc cette année est une année très importante parce que d'abord le salon a bien grossi. Cette année on a 70 startups qui nous ont rejoints. Donc ça c'est merveilleux, ce qui explique le foisonnement de l'EdTech en France. Programmation, robotique ou réalité virtuelle, 280 exposants présentent leurs innovations. Sur ce stand, un carnet de liaison numérique. Il compte déjà 2 millions d'utilisateurs en France. C'est très simple, le prof crée sa classe en début d'année. Les parents vont rejoindre la classe et accéder du coup à un fil d'actualité. Donc le professeur va partager des photos des activités en classe, des informations sur les sorties, des informations plus générales sur la classe, sur l'organisation de la classe, etc. Et moi en tant que parent, je peux contacter l'enseignant pour lui prévenir d'une absence, d'un retard, poser une question ou tout simplement demander un rendez-vous. Présent pour la 3e année consécutive, le groupe You Know Why expose cette année une nouveauté, la School Academy.
Effectivement, cette année chez You Know Why, on a vraiment un leitmotiv, c'est de pouvoir réenchanter l'école. On a créé une école de formation numérique pour revaloriser les enseignants, les remettre au cœur des préoccupations et les former à l'usage du numérique. Et de manière très concrète et surtout en fonction de leur niveau. Donc ça... De toute la France, près de 12 000 visiteurs sont attendus au salon Educatech Expo jusqu'à vendredi. Merci Agathe. Merci. Comment rendre les territoires d'outre-mer attractifs pour nos jeunes? Comment les faire accéder à une éducation de qualité? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Benoît Fricoteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué régional académique au numérique éducatif en Guadeloupe. Et face à vous, Fabrice Chaudron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi délégué régional académique au numérique éducatif et à Mayotte. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous, car nous allons parler des dom-toms. On en parle beaucoup trop peu. On le dit très souvent ici. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire une émission qui nous éclaire davantage sur le système éducatif en Outre-mer. Quand Emmanuel Macron se rend dans les territoires Outre-mer, il y a souvent le même gimmick, si je puis dire, qui revient. Pensez à nous, Monsieur le Président. Nous faisons partie de la France. Comme si, en fait, on ne pensait pas du tout à l'Outre-mer et qu'on restait toujours figé sur la métropole. C'est une question extrêmement générale. On pourrait en débattre pendant 1h30. Mais en une petite phrase, j'aimerais votre réaction à l'un comme à l'autre sur ce sujet-là. Benoît Fricoteau. Oui, effectivement, il y a déjà l'éloignement géographique. Et il y a souvent et historiquement ce sentiment d'être à part. D'ailleurs, souvent on entend l'idée d'être un citoyen à part. Et ce qui donne souvent une image déformée de la part de ceux qui viennent nous voir ou de la perception que nous avons justement du territoire hexagonal. Mais à part, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'à part, c'est quoi? C'est éloigné ou alors abandonné ou alors dans un système complètement autre? Alors effectivement, il y a l'idée d'un complexe d'abandon, je pense, qui n'est pas tout à fait objectif, puisqu'effectivement, je me rappelle d'une expression que j'ai retrouvée dans les archives. Il y avait un ouvrage qui parlait des Antilles danseuses de la France. Donc, ce qui prouve qu'il y avait l'idée aussi de territoire un petit peu sous perfusion. Il y a aussi effectivement l'idée que très souvent, il y a énormément de moyens qui sont mis au service des dom-toms. Mais peut-être aussi, le manque, c'est souvent une forme d'incompréhension entre les acteurs, et le fait que souvent, quand les gens se rendent aux Antilles ou à Mayotte ou à La Réunion, ils viennent pour un temps relativement court, et comme on pourrait le penser, c'est souvent quand il y a des catastrophes naturelles que les choses sont perçues d'une certaine façon. Donc il y a un filtre qui fait qu'effectivement, il y a une forme d'incompréhension sur les questions sur le terrain, en fait, Alors, je rappelle sur le terrain. Benoît Fricoteau, vous êtes du côté de la Guadeloupe. Qu'en est-il du côté de Mayotte? Fabrice Chaudron, quel sentiment vous partagez quand je relevais la phrase souvent de pensez à nous, Monsieur le Président, nous faisons partie de la France? Oui, tout à fait. Alors, particularité de Mayotte, c'est un jeune département quand même. Je veux dire, c'est le référendum de 2009. Donc, moi, j'ai pas le sentiment qu'il n'y a pas d'abandon, parce que l'État investit énormément à tous les niveaux, puisque nous avons une particularité sur Mayotte, c'est que nous n'avons pas de collectivité. Alors c'est l'État qui investit massivement pour le développement, pour l'éducation, et d'ailleurs on le voit très bien dans nos plans d'équipement, ce sont bien des subventions du ministère qui permettent comme ça d'équiper nos élèves, et notamment ceux du second degré. Ce qui différencie en fait les DOM des TOM des COM, en fait, département, territoire et collectivité, effectivement. C'est tout un tas de termes techniques, mais qui sont très importants à comprendre pour pouvoir justement différencier les différents territoires. Aujourd'hui, un enfant qui va en cours en métropole, est-ce qu'il reçoit la même éducation qu'un enfant qui va, par exemple, à Mayotte? Alors, bien sûr, puisque nous avons les mêmes programmes. Ça, il faut quand même le souligner. Donc, il n'y a pas de distorsion possible. Alors, ce qui peut impacter les apprentissages, c'est parfois l'organisation scolaire, qui est un peu plus complexe au niveau territorial, parce que il y a quand même dans les établissements, et ça c'est une réalité, une surpopulation.
On a les collèges les plus gros collèges de France. Sur population, c'est-à-dire qu'ils sont combien par classe, par exemple, en moyenne, en collège? C'est pas trop le nombre d'élèves par classe, mais c'est plutôt le nombre d'élèves par établissement. À titre d'exemple, dans certains collèges, nous avons des collèges de 1900 élèves. Ce sont les plus gros collèges de France. Effectivement. Et pourquoi pas faire des collèges plus réduits? Parce qu'un manque d'argent, ou de démultiplier et donc d'avoir des collèges plus restreints? Je crois que c'est pas trop. Les moyens, je crois qu'ils sont là. Il y a quand même un investissement massif qui se fait sur le territoire, mais c'est après une question de temporalité et de complexité de mise en place de tout le programme de construction. À titre d'exemple, c'est bien le rectorat et la direction des constructions scolaires, puisque nous n'avons pas de collectivité, qui se charge de la construction des établissements. Donc ce sont des opérations complexes, difficiles, qui prennent du temps. Donc il y a toujours ce sentiment d'être un tout petit peu en retard, mais en tout cas, il y a des efforts conséquents qui sont faits pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Même sentiment en Guadeloupe? Même éducation pour un enfant qui vient en métropole? Absolument. Alors, peut-être une petite nuance, les programmes sont nationaux, mais notamment, par exemple, en histoire-géographie, depuis l'an 2000, il y a des adaptations de programmes pour les DOM. Et c'est un élément très important, puisque c'est en fait la prise en compte du contexte. Et ça a permis sans doute aux élèves justement de mieux progresser dans les apprentissages. Après, le taux de couverture est tout à fait satisfaisant, puisque une particularité assez paradoxale de la Guadeloupe, c'est que nous sommes un territoire vieillissant. Et oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que j'ai un chiffre quand même qui est très parlant. Un tiers des 18-20 ans et la moitié des 25-29 ans quittent le département. Absolument, parce qu'effectivement, ils vont faire leurs études dans l'Hexagone. Mais pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a d'une part la volonté pour les plus favorisés, effectivement, de trouver des formations mieux adaptées, par exemple des écoles d'ingénieurs, certaines prépas, même si on a des prépas au niveau des grands lycées, bien sûr. Donc il y a cette volonté d'ailleurs d'aller parfois faire ses études au Canada ou autre. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie favorisée de la population. Pour les autres, je dirais qu'une des problématiques, c'est effectivement qu'il y a une faible diversité de formations il y a une offre qui est très limitée au niveau du supérieur. Et puis les jeunes, quand ils partent, ils ne reviennent pas ou ils reviennent 20 ans plus tard. Là aussi, au niveau du tissu économique, je pense qu'un jeune diplômé a tout intérêt à faire malheureusement sa carrière en région parisienne plutôt que de la faire en Guadeloupe. Mais est-ce que ce n'est pas un sentiment partagé dans plein d'autres départements français, en fait, de manière générale? C'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui serait dans la Creuse ou dans le Limousin ou en Charente aurait aussi le réflexe d'aller, par exemple, du côté de Aix pour des études d'ingénieur ou de Nantes, ou du côté de Paris pour des études, je ne sais pas moi, de littéraire ou de commerce. Enfin, mais ce que je veux dire, est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, une cartographie générale de la France métropolitaine et d'Om-Tom qui serait en fait orientée de cette manière-là? Je vous pose la question. Il y a la distance quand même entre un département, une région, etc. et nos territoires. On est quand même, la distance est beaucoup plus importante. Après, à Mayotte, la différence réside dans le fait qu'on a quand même une population très jeune. Nous sommes le département le plus jeune de France quand même. Et je partage ce que mon collègue a dit, c'est que on a très peu de diversité, ou du moins pas assez, dans l'offre universitaire qu'on peut proposer à nos étudiants. Mais on a quand même des dispositifs, d'ailleurs, dont un qui est impulsé par notre recteur, qui est un campus connecté, qui permet comme ça aux étudiants de suivre à distance des enseignements et des filières qui n'existent pas sur le territoire. Là, on voit que le numérique prend tout son sens sur notre île de Mayotte. Alors, bien entendu, on va parler du numérique, puisque tous les deux, je le rappelle, vous êtes délégué régional académique au numérique éducatif, donc on sait à quel point le numérique peut être formidablement intéressant dans tout le territoire, mais en particulier cela. Je voudrais quand même juste faire un petit point. La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, qu'on appelle l'ADEP, l'acronyme, analyse entre autres les impacts et des diversités territoriales liées justement aux facteurs économiques et sociaux sur la réussite à l'école. Il pointe, comme depuis plus de 10 ans, je crois maintenant, et même peut-être plus, les inégalités en Outre-mer. C'est là que sont concentrés le plus de facteurs d'inégalité territoriale en matière d'éducation. Je vais en citer quelques-uns, et vous allez me dire si oui ou non c'est déjà vrai, puisque c'est ce que j'ai lu, mais on sait bien qu'il faut pouvoir toujours décrypter l'information. Je l'ai lu à plusieurs reprises et sur beaucoup de documents, mais enfin quand même.
En Outre-mer, c'est en Outre-mer que se concentrent le plus d'indicateurs négatifs, comme par exemple un parent au chômage, entre 23 et 27% contre 9% en moyenne nationale. Ça, c'était des chiffres d'il y a 10 ans. Avec la crise économique, avec ce que l'on voit aujourd'hui, la guerre, l'inflation, etc., ça doit être encore plus drastique, c'est-à-dire que les écarts doivent être encore plus importants. C'est une réalité ou pas ? Alors, je confirme tout à fait. C'est-à-dire que la crise a même été un révélateur et voire un accélérateur de cette fracture sociale et numérique et territoriale. Parce que je rappelle quand même que la Guadeloupe est composée c'est un archipel, oui. Avec des espaces qui sont extrêmement... on peut dire des espaces à l'abandon au niveau des îles du Sud, par exemple Marie-Galante, les Saintes sont des espaces qui ont encore des retards structurels fort importants. Ensuite, vos chiffres sont malheureusement encore d'actualité. On a un taux de chômage qui est à peu près le double de celui qu'on rencontre dans l'Hexagone. Et si là, c'est plus que du double, parce qu'entre 23 et 27% contre 9% en moyenne nationale, alors les derniers chiffres, il y a 10 ans. Voilà, justement, ils se sont un peu atténués autour de 18,6% pour 2019-2020. En revanche, si vous prenez la tranche on va dire 18 à 25 ans, oui. On va passer à 50%, à plus de 50% de personnes sans emploi. Et pourquoi entre 18 et 25 ans ? C'est-à-dire que sortis en fait du lycée, ils se retrouvent, ils ne savent pas quoi faire. On a un taux de décrochage tout à fait considérable d'élèves dont on n'a pas la trace, justement. Alors, il y a le RSMA, le service militaire adapté, qui permet de rattraper des décrocheurs, mais on a vraiment un problème de jeunesse désœuvrée, qui n'ont pas les moyens non plus de partir chercher de l'emploi, qui sont sous-diplômés. On a aussi un taux de sous-diplomation qui est tout à fait considérable par rapport à celui de la métropole. Et là, ce qui m'intéressait surtout, c'était de comprendre à quel point l'IPS, donc l'indice de position sociale dont on parle, est très déterminant, ce qui en fait prouve les inégalités sociales, les inégalités à l'école. 50% de boursiers. Voilà, c'est ça. En ce sens que si en fait on a un parent souvent au chômage, ce qui est le cas, on vient de parler des chiffres, ou par exemple, vous allez me le dire ou non, Fabrice Chaudron, un foyer monoparental, je vois le chiffre de plus de 40% effectivement dans les dom-toms contre 18,5% en moyenne nationale, et ça encore c'était des chiffres de 10 ans, je n'ai pas trouvé les chiffres récents. Par exemple, ça c'est, ou alors la problématique des langues, par exemple, qui joue beaucoup, parce qu'en fait on ne parle que, par exemple, précisément français à l'école en métropole, mais en fait il y a beaucoup de langues qui se parlent aussi dans les dom-toms autres à l'école, donc ce qui en fait pose les problèmes des savoirs fondamentaux aussi dans l'apprentissage. Donc tout ça en fait prouve que les enfants qui finalement naissent dans des familles soit décomposées, soit défavorisées, ont encore beaucoup moins de chances qu'ailleurs de pouvoir poursuivre les études qu'ils souhaitent. Oui, mais après tout, c'est le rôle de l'école. Je crois que c'est notre rôle et c'est dans nos missions de faire en sorte que par rapport... Alors, c'est sûr, il y a une réalité qui est parfois très dure. Bien qu'à Mayotte, on ait quand même une croissance qui soit très favorable. Ça, c'est indéniable. Mais il est vrai que notre rôle, notre mission, en tout cas, c'est bien d'essayer de gommer, c'est bien les principes de l'école républicaine, de gommer toutes ces inégalités. Et je crois qu'on est très attachés, je pense que mon collègue partage cet avis-là, à notre mission. Et qui prend d'autant plus de sens dans ces territoires. Évidemment, et bien entendu. Alors justement, elle prend tout ce sens et vous faites partie de tous ceux qui sont effectivement motivés à pouvoir faire en sorte que l'éducation soit encore plus florissante sur les dom-toms, et tant mieux. Est-ce que c'est le cas aussi des professeurs ? Comment ça se passe dans les dom-toms ? En métropole, on le sait, on le voit, on a vu les grèves et les crises, les professeurs sont totalement découragés. Alors, pas partout, bien entendu, mais souvent. On a beaucoup parlé du problème des salaires, on a beaucoup parlé de la non-reconnaissance du statut de professeur. Est-ce que c'est aussi un sentiment partagé, par exemple, à Mayotte ? Partagé, non, puisque vous savez sans doute que les rémunérations sont fondamentalement différentes entre la métropole et Mayotte notamment. Il y a quand même justement, pour les téléspectateurs, j'aimerais qu'on puisse dire les chiffres pour qu'ils se rendent compte. Oui, vous avez des pondérations de 40% par exemple sur les salaires. Vous avez aussi un taux d'abattement d'impôt plafonné à 4 500 €. Vous avez l'indemnité de suggestion géographique quand même, qui représente quelques mois de salaire aussi qui sont versés tous les ans. Donc, nous, notre problématique principale,
elle est effectivement, le recrutement pose un vrai problème. Ouais. Ça, c'est une réalité. Faut pas... Même si les salaires sont donc décents et intéressants. Même si les salaires sont relativement bons, il y a un deuxième facteur qui est quand même aussi déterminant, c'est le logement. Se loger sur Mayotte, c'est une réalité, c'est complexe, c'est compliqué. Ouais. Alors, parce qu'il manque, comme c'est une population vraiment qui est en croissance, on a du mal parfois de trouver un logement, ça c'est une réalité. Et oui, on le voit avec les établissements. Vous disiez 1900 élèves par sûr. établissement, on voit bien que c'est en train de craquer. En fait. Mais, et aussi une difficulté, le fait d'avoir du mal à recruter des titulaires, on a quand même un taux de contractuels qui est relativement fort. On a plus de 60% de nos personnels qui sont des personnels contractuels Et à Mayotte. cette année ou depuis longtemps? Non, c'est une réalité, c'est une particularité et c'est d'ailleurs un phénomène que je pense on va peut-être commencer à voir ou entrevoir en métropole également. Parce que... Et alors, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que finalement, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un professeur devant chaque classe plutôt que d'imaginer 100. Eh ben, là, je vais être parfois positif parce qu'on a parfois de belles surprises, parce qu'il y a quand même, ce sont généralement de jeunes professeurs qui sont motivés, qui s'investissent, et au niveau académique, on a quand même, et là on est un peu en avance par rapport à ce qui peut se faire en métropole, on a mis tout un dispositif d'accompagnement et de formation de ces personnels contractuels. Il y a un suivi vraiment assez pertinent pour les aider, les accompagner dans la prise en charge. Une formation qui se fait en combien de temps? Qui se fait pratiquement sur la totalité de leur séjour à Mayotte. La particularité, c'est que les personnels restent souvent, ce sont des séjours, ce qu'on appelle des séjours courts. Ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, bien évidemment, ils repartent. Je parle avant la prise de fonction. On a souvent parlé de la formation en 4 jours qui a été faite donc en métropole pour les contractuels. Est-ce que c'est le cas aussi à Mayotte? Il y a une prise en charge qui est faite de cet ordre-là, et même, on le voit sur les premiers mois de prise de fonction. Mais 4 jours, ça suffit pour pouvoir enseigner? Alors, je ne pense pas que ça suffise, mais en tout cas, sur Mayotte, vu qu'on est confronté à cette problématique-là, on a mis quand même un certain nombre de moyens pour pouvoir les accompagner au mieux et au plus près. Pareil en Guadeloupe? Non, la situation est sensiblement différente. Déjà, au niveau des avantages, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Bon, il existe effectivement cette indemnité de vie chère de 40%. Effectivement, et disons que l'indemnité de suggestion spéciale n'existe que pour Saint-Martin, donc, puisque là, vraiment, on a un vrai problème de recrutement. Qui sont des coms, les collectivités. Voilà, ouais. Effectivement. Saint-Barth, puis les autres, je ne sais plus. Ouais. Je rejoins tout à fait mon collègue sur l'effort considérable de formation que nous menons depuis des années, et également pour mener justement nos personnels contractuels au concours, même s'il s'agit de concours internes parfois, et on a de beaux résultats à ce niveau-là. Sur la motivation, je pense qu'effectivement on a des personnels motivés, à jour aussi dans leur formation, hein. Simplement, on a des poches où nos personnels ne souhaitent pas spécialement être mutés. Hein. Finalement, on sait que dans l'Hexagone, les gens préfèrent aller sur des académies de l'Ouest plutôt qu'à Maubeuge, hein, sans vouloir. Mais nous, on a un peu... de Maubeuge vont être contents. Oui, voilà. J'aurais pu parler de Montsolémine, etc. En fait, nous, les zones répulsives, c'est les îles du Nord, c'est Saint-Martin, Saint-Barth, où alors là, il n'est pas question de se loger décemment. Je veux dire, c'est une vraie catastrophe pour nos personnels. Et puis, être nommé à Marie-Galante ou aux Saintes, ou même à Basse-Terre, quand on habite la Grande Terre, c'est effectivement des choses tout à fait... Donc, il y a eu des plans de titularisation, un accompagnement, mais on est beaucoup mieux doté, me semble-t-il, que Mayotte, au niveau du personnel d'enseignement, qui est beaucoup plus stable. Et effectivement, dans notre personnel, on a des collègues qui font toute leur carrière en Guadeloupe. En revanche, quand les gens ne restent pas, effectivement, ce sont des courts séjours, et ça veut dire qu'ils ont du mal à s'adapter. Et ça peut être aussi, effectivement, des collègues qui reviennent en Guadeloupe et qui, finalement, ont un petit peu de difficultés. Étant entendu qu'on a peut-être quand même aussi des élèves... je ne dirais pas qu'ils sont faciles, mais enfin qui sont peut-être moins difficiles que ce qu'on pourrait trouver dans certains départements de la couronne parisienne. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je partage tout à fait. Effectivement, on a un public qui est facile, voilà, très facile. Ça, c'est quand même un avantage considérable. Alors, on parlait justement de ce chiffre terrible, hein, des 18-20 ans et la moitié des 25-29 qui quittent le département, justement pour pouvoir retrouver ce désir de rester, cette envie de pouvoir
pouvoir se former et d'apprendre dans les dom-toms, on a compris que l'accès au numérique pouvait justement permettre cette inclusion. Alors l'inclusion, c'est un mot qu'on emploie souvent pour les personnes, les élèves en situation de handicap justement à l'école, mais c'est une inclusion, je parlais d'un terme générique en fait, pour parler de l'inclusion des élèves. Et en quoi alors justement, expliquez-moi, est-ce que ces métiers du numérique justement qui sont... alors, les chiffres varient, hein, mais on dit représentent 85% des métiers de 2035. Donc, est-ce que ces métiers-là, et donc l'accès numérique, peut permettre à ces jeunes de pouvoir espérer une vraie formation, puis de vrais métiers qui leur permettent de rester au sein des DOM, par exemple en Guadeloupe? Alors, effectivement, je pense que en outre, on a quand même la chance, au niveau de la Guadeloupe, d'avoir été retenu dans un dispositif qui s'appelle Territoire numérique éducatif démonstrateur, qui joue sur TNE, voilà, les fameux TNE, qui joue à la fois sur les équipements, sur les ressources numériques, sur la formation, et alors ça me semble effectivement la pierre de touche du dispositif, la parentalité. Alors racontez-nous la parentalité, ça existe depuis 1 an, on est d'accord Oui, voilà. Mais la mise en service, si j'ose dire, voilà, on commence à vraiment être dans la mise en œuvre proprement dite, parce qu'il y avait tout le travail de conventionnement à faire, etc. Donc la parentalité, c'est effectivement une problématique que le système scolaire n'a jamais mis de côté en tant que tel, mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on le met aussi en valeur. Et l'idée, c'est vraiment, on s'en est aperçu, puisque le TNE s'est créé, c'est un petit peu, l'idée est venue avec les états généraux du numérique à la suite de la crise de Covid. Et l'idée, c'était vraiment de réduire cette fameuse fracture numérique qui s'était cristallisée pendant la crise. Et on cherche effectivement à travers cela à ce que les parents soient vraiment des accompagnants. Parce que très souvent, on s'est aperçu que, surtout chez les ménages les monoparentaux, les plus défavorisés, il y avait à la fois une déconnexion, proprement dite, parce qu'on n'a pas une connexion très haut débit partout, déjà, et surtout une difficulté des parents, même quand il y avait du matériel, mais des fois c'est un ordinateur, un device pour toute une famille, et puis des conditions qui sont très difficiles, en fait, se trouver démunis pour accompagner leur fils, etc. Donc, la parentalité, notre idée, c'est effectivement, avec la trousse à projets, de pouvoir développer un dispositif de parents relais que l'on va former et qui vont effectivement pouvoir rassurer et justement initier, acculturer, c'est très à la mode, les parents et leur donner confiance. Au numérique. Au numérique. Et donc, c'est cette idée-là que finalement, ces parents qui souvent sont peut-être aussi fâchés avec le système, et qu'on voit, comme on dit, assez peu, très rarement, voire jamais, puissent revenir et s'engager dans le projet de réussite de leur enfant. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup quand même de jeunes et d'enfants, ou alors de 18-25 ans, qui ont des portables, donc qui ont accès effectivement au réseau portable, mais ils ne savent pas utiliser les logiciels classiques qu'on peut retrouver sur un ordinateur. On pourrait juste, par exemple, mentionner Word et Excel, mais qui permettent justement l'apprentissage plus simple. Donc c'est aussi une façon de les former, oui, notamment à Mayotte. Bien sûr, c'est une façon de les former, sachant que là, effectivement, la différence des territoires, on a à peu près les mêmes problématiques au niveau du taux d'équipement des familles, le taux d'accès, notamment au haut débit, on est 4 fois moins, il y a 4 fois moins d'accès au débit via des connexions box, etc., qu'en métropole. Ça, c'est une réalité. Mais en revanche, la plupart des familles ont un taux d'équipement en smartphone qui est de plus de 94%. Ah bon? Oui, tout à fait. Non, mais c'est très impressionnant parce que c'est pas du tout le cas en métropole. Eh ben, c'est le cas sur le territoire. Et c'est pour cela qu'on a vraiment insisté auprès de nos partenaires et des différents éditeurs pour qui le développement des applications se fasse surtout sur les applications mobiles. Et oui. Et je donne l'exemple des logiciels qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, notamment de notre ENT, où l'application dédiée, Pocket, je ne citerai pas le nom de l'ENT, et là permet un accès, quel que soit l'endroit où on se trouve, avec un simple téléphone portable. Et oui, donc c'est en fait aussi bien un lien avec les familles, avec les enseignants aussi, parce que tout à fait. Et puis effectivement un lien avec la culture de manière générale, parce que c'est aussi un besoin de pouvoir réussir, j'allais pas dire à retenir, mais enfin quand même le terme est là, justement tous ces jeunes qui partent
travailler ailleurs, étudier ailleurs et qui reviennent seulement 20 ans après. Ils partent parce que structurellement, la capacité d'absorption dans l'insertion professionnelle, post-bac, bac plus 3, etc., elle est complexe. Le territoire est en pleine construction, le développement économique, il y a un taux de croissance qui est très fort, mais on n'est pas encore en capacité d'absorber tous ces sortants, ces jeunes diplômés. Et d'ailleurs, toute notre offre est structurée on essaye vraiment de focaliser sur du bac plus 2. Et c'est vrai qu'au-delà, c'est un peu plus complexe puisque l'offre n'est pas assez importante, d'où ces débats. Mais elle va le devenir justement avec cette formation-là. Mais va le devenir, on l'espère en tout cas. Tous les efforts sont faits pour qu'elle devienne. C'est certain, en tout cas c'est une bonne voie, non? Je le vois des deux côtés. Voilà, aussi bien à Mayotte qu'en Guadeloupe et dans le reste des dom-toms. Merci mille fois à vous deux d'être venus sur le Grand JT pour nous donner toutes ces précisions-là. Fabrice Chaudron, je rappelle que vous êtes donc délégué régional académique au numérique éducatif à Mayotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Benoît Tricoteau, tout pareil, mais du côté de la Guadeloupe. Absolument. Merci à vous et surtout, venez à Mayotte. Mais moi j'en rêve. Venez à Mayotte. J'ai très envie de venir, moi. Avec plaisir, on délocalise le Grand JT, on vient à Mayotte. Écoutez, on vous invite, vous serez invité quand vous le souhaitez. Et moi je reste pas moi. J'emmène les enfants. Ce que l'on fait sur notre territoire, et il y a des choses très positives qui se font. Malheureusement, on a tendance à montrer que le négatif. Oui, mais ça c'est partout, comme dans tout, et c'est pareil pour les REP, c'est pareil pour plein de villes, et on sait à quel point, au contraire, il y a beaucoup de projets absolument positifs. Mais justement, c'est en parlant des postulats qui sont compliqués et négatifs qu'on arrive justement à créer, comme vous le faites, de jolis projets, notamment grâce au numérique. Merci mille fois d'avoir été dans le Grand JT. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Mestralet. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur des écoles Espérance Banlieue. Espérance Banlieue, c'est un réseau de 17 établissements répartis dans des quartiers difficiles partout en France. Cela concerne des classes de maternelle au collège, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Face au décrochage scolaire, aux difficultés croissantes de certains établissements situés dans des zones difficiles, le réseau hors contrat Espérance Banlieue a décidé de redonner de l'espoir aux élèves défavorisés, moyennant, je crois, une cinquantaine d'euros, c'est ça à peu près? Entre 50 et 80 euros par enfant et par mois, tout à fait. Voilà, avec aide au financement si besoin, mais on en reparlera juste après. Le projet est né il y a 10 ans et l'école pionnière naît à Montfermeil, je crois, où le maire alertait depuis très longtemps justement sur les injustices des banlieues. Ça a été un déclic pour vous à ce moment-là? Un vrai déclic parce que je connaissais ce maire, Xavier Lemoine, et il me disait « j'ai un souci ». C'est que le premier endroit où on fait société, qui est l'école, est déserté, parce que l'offre scolaire n'était pas suffisamment riche à Montfermeil, est déserté par les familles. Et donc, ce premier endroit où on rencontre l'altérité, où on s'habitue à l'altérité, la vie étant altérité, c'est important qu'il existe, n'est pas suffisant. Voilà. Et donc, moi, de mon rôle de maire, je sens quelque chose qui s'appauvrit dans ces relations interpersonnelles. Et donc, il m'a appelé en disant, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Voilà. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Montfermeil, c'est partie du réseau d'éducation prioritaire? Tout à fait, oui. Et donc, en fait, malgré ce qu'a proposé l'État, justement, pour favoriser ce système éducatif dans ce qu'on appelle les REP, les réseaux d'éducation prioritaire, qu'on appelait avant les ZEP, tout à fait. Eh bien, le constat montre que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait finalement trouver une autre solution adaptée pour d'autres élèves. Alors, pour ces mêmes élèves, parce que ce n'est pas d'autres élèves, l'enjeu, c'était peut-être qu'il y avait d'autres choses à reconstruire. Il y avait d'autres mots de la société que l'école publique ne pouvait pas pleinement, auxquels il ne pouvait pas pleinement répondre tout seul, en tout cas dans l'état actuel de son fonctionnement. Et notamment, une chose très particulière que je voulais présenter, parce que c'est vraiment le cœur d'Espérance Banlieue, c'est comment, avec des petits effectifs dans la classe et aussi des petits effectifs au sein de l'établissement, c'est-à-dire une classe par niveau entre la maternelle et la troisième, donc une dizaine de niveaux, 15 élèves par classe, donc maximum 150 élèves, ça permet tout simplement, quelque chose de très simple, c'est que chaque enfant soit connu de tout le corps professoral, même s'ils n'ont pas l'enfant en classe. L'idée, c'est que tous les adultes vont être mobilisés, et vous voyez l'effort que je manifeste, c'est qu'ils vont tendre à faire en sorte que l'enfant puisse s'épanouir, il puisse trouver le talent qu'il a, qui n'est pas forcément d'abord purement scolaire, mais déjà... Académique,
Pas purement académique. Académique, exactement. Voilà. Mais il a forcément un talent et on va souffler dessus, on va lui donner confiance en ce talent et ça va se propager sur d'autres talents qui vont se révéler à lui. Voilà, l'enjeu, c'est comment on se donne le moyen pour cela de réussir. Donc, il faut une petite communauté éducative, des petits nombres d'élèves et une mobilisation du corps professoral très, très, très importante. Et il faut que, évidemment, ça se fasse en bonne intelligence avec les parents. Donc, il y a une alliance avec les parents qui se constitue. Malheureusement, dans les gros ensembles, qui existe souvent dans l'éducation nationale, mais c'est son modèle industriel, donc il n'y a pas de reprise de remise en cause. C'est simplement qu'il y a des endroits où il faut plutôt du sur-mesure, de la haute couture pour traiter un certain nombre de difficultés inhérentes à la société d'aujourd'hui. Donc ça a très bien fonctionné avant, de manière très générale pour l'éducation nationale. Il y a peut-être maintenant d'autres modalités d'intervention et c'est ce que nous manifestons depuis 10 ans à travers ces 17 établissements répartis sur le territoire français. Alors, le point de départ, c'est quand même de lutter contre les inégalités scolaires, des inégalités face à l'apprentissage finalement. Alors, oui, tout à fait. Alors, parce que il y a plusieurs problématiques quand on étudie le sujet, qui se posent. C'est des enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires normales, c'est comme partout. Il y a des enfants qui peuvent aussi avoir, du fait d'un forme de déterminisme, ne pas pouvoir penser, se projeter positivement et donc se freiner eux-mêmes dans les apprentissages. Il peut y avoir d'autres problématiques qui malheureusement existent, c'est de la violence scolaire, de l'absentéisme de professeurs, plein d'éléments qui ne favorisent pas l'épanouissement des enfants. Et puis le dernier élément qui est l'élément que j'ai déjà mentionné, c'est le fait que quand les établissements sont trop importants, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et notamment il y a souvent du communautarisme qui se recrée au sein de l'établissement dans la cour de récréation. Donc la mixité, l'enjeu de l'école, comme je découvre l'altérité ou l'autre, ne fonctionne plus vraiment. Et donc l'enfant ne sort pas de ces déterminismes dans lesquels il est enfermé. Alors justement, vous parliez de ces 15 élèves par classe. Effectivement, c'est très très rare de trouver cela. On l'a vu quand l'État a proposé le dédoublement des classes de CP, de CE1. Et maintenant de maternelle. C'est vrai qu'un 15 élèves par classe, c'est un rêve. Ça relève du rêve absolu. Ça n'existe quasiment pas. Est-ce que vous avez laissé une liberté totale, pédagogique, à la fois aux enseignants, mais aussi aux chefs d'établissement dans le recrutement de leurs professeurs ? Alors, il y a plusieurs questions évidemment que vous venez de poser. Sauf que oui, le chef d'établissement, il a un projet pédagogique qui est en lien avec celui qui est porté par le réseau des écoles Espérance Banlieue, donc tout à fait. Et il a des libertés dans la manière de le mettre en œuvre, bien évidemment, avec quelques éléments qui structurent malgré tout la réalisation de ce modèle Espérance Banlieue, donc notamment tout ce qui est pédagogie consciente. Voilà, c'est comment je rends l'enfant acteur de son apprentissage. Il ne subit pas, mais il devient acteur de son apprentissage. Comment on devient acteur de manière réaliste, claire au quotidien ? Notamment par l'oralité. Je verbalise ce que je comprends, ce que je sens. Voilà, cet élément est souvent très oublié. Voilà, et c'est un élément qui est fondamental, qui est presque constitutif de la personne humaine. Voilà, c'est qu'à partir du moment où je commence à verbaliser, que je suis capable de l'exprimer et après de le formaliser par oral puis par écrit, j'accède finalement à la dimension supra-animal qu'est un homme. Donc autrement dit, vous pensez que dans le système classique public français, on demande aux enfants plutôt de se taire, de apprendre et comprendre et recopier, mais pas suffisamment de s'exprimer, c'est ça ? Alors, on ne peut pas être on peut pas le formuler exactement de cette manière-là, parce que aussi binaire. Je ne me permettrai pas d'exprimer ça sous cette forme-là. J'ai juste que beaucoup d'élèves dans une classe ne permet pas d'avoir cet échange particulier avec les enfants, notamment dans ce moment assez critique qui est l'apprentissage de la lecture. Et donc, comme souvent en plus, et on s'en aperçoit, et c'est la raison pour laquelle on a créé aussi des écoles maternelles, une classe maternelle, c'est qu'il y a un retard à cause de l'environnement familial dans le nombre de vocabulaire utilisé. Et donc, il y a un certain nombre de freins qu'il faut lever. Voilà, il faut le lever en mobilisant l'intelligence de l'enfant et non pas des automatismes. Sinon, en fait, il fait des choses sans les comprendre. Et on le voit souvent en mathématiques plus tard, c'est que si on n'a pas compris les étapes du cheminement logique, on est incapable de le refaire. Voilà, oui, car dans ces zones d'éducation prioritaire, effectivement, les chiffres sont assez parlants. 30%, il me semble, des
ces élèves qui arrivent en 6e n'ont moins, je ne sais plus, peut-être 10 000 mots en moins de vocabulaire qu'un élève qui serait dans une zone dont je dirais l'IPS, l'indice de position sociale, serait plus élevé. Tout à fait. Donc c'est important de pouvoir répondre à cette injustice, hein, et c'est une vraie injustice, lutter contre une forme de déterminisme qui s'impose à ces jeunes et donner cette possibilité d'acquérir une égalité de chance, vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure, par rapport à leurs collègues d'un peu plus loin. Mais entre Argenteuil, où on a une école, une des 17 écoles, et Neuilly, je crois qu'il doit y avoir 15 km, donc c'est pas si loin que ça. Mais alors, c'est pas si loin, mais donc une liberté de projet pédagogique pour les chefs d'établissement et une liberté aussi d'enseignement pour les professeurs ? Dans le cadre de ce modèle qu'on a défini, donc je vous ai dit cette colonne vertébrale sur l'apprentissage du sens conscient, et puis on a deux autres, on pourrait dire, arc-boutants de cette colonne vertébrale, c'est la discipline positive, comment je rends conscient l'enfant de l'importance de la règle en la co-construisant, en se l'appropriant d'une certaine manière, donc ça c'est la discipline positive, et la deuxième chose, c'est... Et ça marche. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez trouvé la manière d'imposer une discipline positive et qui fonctionne et qui est acquise par tous. Alors, vous êtes le seul, vous savez. Non, on n'est pas le seul. Non, mais dites-moi, quelle est votre recette ? Tout simplement de jouer, de prendre en compte la personne qu'on a en face, l'enfant, en disant qu'il est doué d'intelligence, donc il est en mesure de pouvoir comprendre la règle et finalement comprendre en quoi elle sert son apprentissage. Son intérêt. À partir du moment où la règle, il a pu s'y confronter, mais qu'il voit que ça a un intérêt dans son apprentissage à lui, dans son relation avec les autres, parce que dans l'école, on va bien évidemment lui permettre d'apprendre le jeu qu'il est, mais aussi le nous, avec lequel le jeu qu'il est va interagir. Autrement dit, la conscience du collectif et de la société dans laquelle il est. Ouais. Voilà, c'est extrêmement important. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a des petits effectifs, des petits... Voilà, donc il en faut un peu, mais pas trop, pour qu'il ne soit pas englouti par l'ensemble. Alors évidemment, cela paraît effectivement un rêve, on aimerait l'avoir pour toutes les classes, ces classes restreintes dans toutes les écoles pour pouvoir justement mieux apprendre, mais cela nécessite de l'argent, tout cela. Comment vous faites pour pouvoir financer ces projets ? Alors, le modèle économique d'Espérance banlieue, hein, on a évoqué tout à l'heure que les parents payaient un petit peu, parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de valeur. 50 et 80 euros par mois, c'est ça par élève ? À peu près 1 000 euros par an en comptant les fournitures scolaires. Donc ce n'est pas rien, c'est un investissement, mais on parle de l'avenir de leur enfant. Donc est-ce qu'ils sont d'accord pour participer à cet investissement ? S'il y avait des véritables soucis financiers, on trouverait des solutions et on en trouve. Voilà, le reste, pour le moment, c'est la générosité privée qu'on va chercher. Parce qu'on est en train de démontrer qu'il y a peut-être une autre modalité d'intervention avec cette efficacité, cette efficience qui permet à ces enfants après de vouloir croquer la vie et notamment de rentrer dans le monde adulte à pleines dents. Et ce qui est intéressant, c'est que ça bénéficie aux enfants, aux élèves, mais ça bénéficie aussi aux parents. Et c'est là où on voit que l'école, c'est vraiment la première petite société, l'endroit où on apprend l'interaction, la relation, et c'est comme nous sommes des êtres de relation, c'est dans ces échanges-là qu'on se construit et qu'on se construit positivement, et non pas avec des freins. Je dis souvent, si on n'apprend pas l'altérité, c'est méfiance, défiance, violence ou souffrance en fonction de l'endroit où on se situe. Et donc c'est vraiment important que ça puisse se pratiquer dès le début. Et les parents nous disent très, 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 très fréquemment, je rencontre souvent des mamans, des papas qui me disent, mais on a l'impression qu'on n'est pas accepté dans la société en général. Et alors là, ici, on nous donne, avec ces proximités, donc c'est pas des recettes miraculeuses, c'est simplement de l'attention, de la proximité. On peut discuter, d'ailleurs on se voit souvent, les professeurs discutent une fois par jour avec les parents sur leur enfant. Votre enfant a fait quelque chose de bien, votre enfant a eu une difficulté. Donc il y a des échanges entre le professeur et l'enfant, et les parents de l'enfant, plusieurs fois par semaine, et pas simplement que quand il y a une difficulté. Moi, j'ai des enfants, quand j'ai un appel du professeur ou du directeur, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est aussi quand il y a des belles choses qui se passent. Et donc, comme ça, les parents peuvent aussi encourager leur enfant à franchir l'étape. J'ai compris. L'idée de collectif, et c'est ma dernière question, parce que le temps presse malheureusement, Éric Mestralel... je reviens alors. Oui. L'idée du collectif, donc de la société dont vous parlez, dans des endroits, comme on le dit, qui sont des endroits difficiles, souvent des réseaux d'éducation prioritaires, où les enfants ne se sentent pas toujours effectivement inclus dans la société, où c'est toujours compliqué de pouvoir concilier un bon enseignement et à la
la fois un équilibre de vie, se sentir bien entre l'école et la société. Vous proposez, enfin vous imposez même d'ailleurs, à ce que les élèves portent un uniforme et chantent la Marseillaise. Comment c'est perçu et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Puisqu'a priori, vous allez me dire que ça fonctionne. Alors en fait, ce qu'on propose, c'est que le modèle pédagogique, donc on évoquait rapidement, on a évoqué des modalités pédagogiques rapidement, mais il y a d'autres éléments. Il y a un deuxième axe, c'est un accompagnement éducatif qui est structurant, qui est très apprécié des parents parce que on apprend à fonctionner en société. Puis il y a un autre aspect, une autre dimension de notre modèle qui est de faire découvrir les codes de notre pays. Voilà, qui sont pas forcément accessibles pour ces enfants et leurs parents, et donc ça passe par quelques éléments de création d'un sentiment d'appartenance. Alors, sentiment d'appartenance, c'est d'abord à l'école, puis après à la commune, puis après à la nation française, puis après à l'Europe. Donc l'hymne européen est chanté. La Marseillaise et son chanté. Je reviens sur l'uniforme, juste parce qu'il fait beaucoup débat en ce moment. Et encore une fois, il nous reste que 30 secondes. L'uniforme, c'est aussi une façon de se rendre tous pareils. Est-ce qu'on ne cherche pas aussi à se dire, on crée les différences et tant mieux si on est différent pour qu'on puisse être dans la pluralité de la société. Comment les enfants le perçoivent? La différence, on l'exprime parce que l'on est et non pas par la façade. Donc l'uniforme ou la tenue, pour pas éviter une vision militaire de la chose, c'est vraiment, c'est un suite, donc c'est vraiment, on n'est pas des petits écoliers anglais, c'est vraiment donner la possibilité aux enfants de révéler leur talent à eux. Voilà, et non pas par des facsimilés que pourraient être des marques ou des outils c'est vestimentaires. Sur les marques ou c'est le problème des tenues ostentatoires religieuses à l'école qui pose problème? En fait, nous, on est très pragmatiques, on évite tous les problèmes, on limite les difficultés en fait. Par exemple, on n'a pas de cantine, chacun ramène son repas. Voilà, donc, c'est moins coûteux et c'est plus facile à mettre en œuvre. Et on n'a pas de problème de menu. L'uniforme permet de régler les problèmes qui ont été évoqués. Donc, après, l'idée, c'est de se simplifier la vie. C'est de rendre la vie plus facile ensemble. Voilà, que le vivre ensemble, que beaucoup évoquent, soit finalement facile à mettre en œuvre. Et que, de fait, on puisse se polariser ou se focaliser sur les choses importantes et non pas sur des débats qui sont sans fin. Merci beaucoup Éric Mestrallet d'avoir été avec nous dans le Grand JT. Je rappelle que vous êtes le fondateur des écoles Espérance banlieue. Donc 17 établissements et bientôt un 18e. À Bordeaux, voilà. Et puis des résultats très bons au brevet. Donc c'est les résultats là. Kimso vient de faire une étude aussi et il manifeste que toutes les intuitions sont démontrées et donc il faut continuer. Félicitations. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit le chef Merwan Bounekraf. Regardez. Combien de temps après ça arrive, Top Chef? Top Chef, c'est arrivé la diffusion en 2019. J'ai commencé la cuisine en 2006. J'ai fait mon apprentissage de 2006 à 2008. Donc Top Chef, tournage en 2018, donc 10 ans après la fin de mon apprentissage. Ouais. Et entre-temps, j'ai fait du palace, des restaurants étoilés, du restaurant pas étoilé. J'ai un peu fait beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a jamais eu de sous-cuisine. Beaucoup disent, ouais, moi c'est que du gastro, que des restaurants étoilés, sinon rien. Mais t'as connu un peu tous les... Ouais, j'ai fait de l'étoilé, de la brasserie, du restaurant traditionnel, du self, des extras dans des synagogues, des trucs... J'ai un peu tout. T'étais plus branché sucré alors? J'ai toujours prêté beaucoup d'attention à faire de la pâtisserie parce que j'ai été formé, j'ai travaillé quasiment que chez des chefs patrons où c'est des petites maisons et t'as pas une équipe de 10 pâtissiers, t'as pas d'autre choix que de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et ça m'a beaucoup plu de faire du sucré. Et tu l'as vu partir celui-là? Non, je n'avais pas vu. Ça m'a beaucoup plu de faire du sucré et j'en ai toujours beaucoup fait. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'aventure boulangerie-pâtisserie avec Panade. Comment t'intègres le casting de Top Chef? Le casting de Top Chef, alors ça, d'ailleurs on n'est pas loin des locaux d'M6 là. Ouais. C'est une sacrée histoire. J'avais déjà postulé une fois, ils ne m'avaient pas pris. J'ai repostulé donc en ligne. Donc il faut envoyer des photos, un machin, un CV, un truc. J'avais pas de photos, j'avais que des vidéos. J'envoie des captures d'écran dégueulasses. J'envoie un CV... Tu fais pas d'effort, quoi. Non, moi, pas trop. J'envoie un CV que je rédige sur le téléphone, pas de mise en page, rien. Et je mets dans le mail mon numéro de téléphone. Je me trompe dans le numéro de téléphone. Oui, ça 15 jours après, je vais dans les indésirables, par pur hasard, pour les vider. Et je vois un message d'une fille, Julia, Pioche, on est resté en contact. C'était la casteuse. Elle me dit « Salut Merwan, ça fait 15 jours que j'essaye de rentrer en contact avec toi. Ton numéro de téléphone n'existe pas. Est-ce que tu peux me rappeler à ce numéro ?» Et je la rappelle et je vais dans les bureaux d'M6.
Et là, elle me fait une espèce de petit casting filmé, et puis je passe cette étape, je passe celle d'après, celle d'après, celle d'après, et après le tournage. Ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie, ça a fait accélérer la carrière surtout, et que des choses très cool s'en sont découlées depuis. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Merwan. À demain. Merci Malika et Merwan. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Sur quel sujet vous êtes le plus souvent interrogé? Alors par les parents ou par les enfants? Alors on va faire les deux, les parents. Alors il y a des sujets qui reviennent très fréquemment. Ouais. La communication de couple, ce qui est quand même un grand sujet, je pense, de notre vie affective, relationnelle, sexuelle, où d'ailleurs je reçois parfois en thérapie des patients. Et souvent, les gens s'excusent, commencent par dire on est désolé, en fait, ça doit pas être si terrible que ça, si grave que ça, mais on n'arrive pas à avancer, on est bloqué. Et moi, je leur réponds, vous savez, on est dans un pays où, quelque part, au cours de notre scolarité, à aucun moment, on nous apprend à communiquer, on nous apprend à exprimer nos émotions, nos besoins, poser des limites. Oui, ça s'apprend, en fait, poser des limites, ça s'apprend, poser un non. Si la première fois que vous dites non, c'est la première fois qu'un garçon vous touche les fesses dans un bar, c'est extrêmement compliqué. Si, à l'école, vous aviez eu des scénettes pour vous apprendre à dire « c'est mon corps, enlève ta main » et que, in situ, c'est beaucoup plus... mais le ton tout de suite, tu sais. Parce que t'as pas envie de laisser la main, tu vois, tu vas... Non, j'ai glissé. En fait, on n'apprend pas à faire ça et on n'apprend pas non plus à écouter, à être dans l'écoute active, bienveillante des besoins, des ressentis, des limites de l'autre. Et tout ça s'apprend. Donc, je commence à dire au couple, vous savez, il n'est jamais trop tard et on va apprendre ensemble. Tout va bien se passer. Et tant qu'à faire, vous pouvez l'apprendre à vos enfants aussi. Exactement. Donc tout ça, c'est également quelque chose qui se transmet puisque l'école ne le fait pas. Alors les formes, ça bouge pas un tout petit peu maintenant quand même. 2,7 séances. Il y en a 21 qui sont obligatoires. Plusieurs lois. Il y a une loi de 2001, il y a une circulaire de 2018. Je dis pas ça, on ne va pas les apprendre par cœur, les circulaires. Mais c'est pour dire que normalement, ils sont censés le faire. Une circulaire, ça a une valeur. Oui, et puis d'ailleurs, il a été un peu interpellé par ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Notre nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, il a fait effectivement, c'est très important. Et on va avancer sur le sujet. Moi, j'ai envie de dire, je veux voir. En fait, concrètement, il faut une volonté politique, on le voit bien. Il faut de l'argent, en fait, pour être très concrète. Alors, ce qui se passe en ce moment en Chine, et d'ailleurs, l'actualité maintenant, il y a vraiment quelque chose qui se passe tous les jours cette nuit. Il y a eu des révoltes à Canton, donc la répression maintenant démarre. Ce qui est très intéressant dans ce printemps chinois, je ne sais pas si on peut l'appeler printemps chinois comme on l'a appelé en Tunisie. Rappelons-nous quand même que Twitter a été un formidable outil de réveil, de sursaut populaire, ce qui a marqué d'ailleurs l'histoire de Twitter, on en parlera plus tard. Là, c'est vrai que les plateformes chinoises équivalentes, on va dire Weibo, WeChat, etc., sont quand même des vecteurs de communication. Les Chinois qui sont basés là-bas, qu'ils soient journalistes ou tout simplement chinois, disent que les informations sont passées, malgré tout, malgré ces fouilles de téléphone auxquelles on a assisté. Rappelez-vous, il y a 48 heures, on voyait des policiers qui, de façon random, comme on dit en anglais, arrêtaient des personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils se disaient sur ces plateformes et surtout les désactiver. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces fameuses plateformes de communication très populaires, puisque avec WeChat, il ne faut pas oublier que c'est un outil de paiement au quotidien. Absolument, c'est un outil intégré. C'est-à-dire que quand on parle de plateformes chinoises ou de plateformes asiatiques, parce qu'il y a aussi des concurrents intégrés, notamment en Corée avec Naver, pour ne pas les citer, on vit l'intégralité de sa vie numérique, digitale, mais aussi sa vie pratique en ligne. C'est ça. Et c'est tout le problème de ces outils qui sont à la fois des vecteurs de la révolte, de la colère des Chinois et surtout des étudiants, qui sont évidemment très natifs, digital natifs bien sûr, mais malgré tout c'est un blocage, c'est une censure qui a lieu sur les plateformes chinoises. Hortense, comment est venue l'idée de Déclic Sup ? Alors, je faisais de l'accompagnement en orientation en individuel. Et en fait, j'intervenais aussi dans des écoles de commerce en groupe. Et c'est là où j'ai découvert la force de la dynamique de groupe. Et j'ai eu très envie de faire ça en orientation parce que je trouvais que le rapport face à face, sachant, non sachant, ne permettait pas aux jeunes de prendre le sac sur le dos et de se dire « Ah non, mais l'orientation, c'est moi qui dois la décider. » Et je trouve que le groupe permet ça. Nous, on anime. On les nourrit, bien sûr, et eux, petit à petit, ils réalisent que d'abord, ils sont tous éventuellement anxieux, qu'ils se posent tous les mêmes questions, et c'est le moment où on peut réfléchir.
Sophie de Villemorin, déclic sup parce qu'il suffit d'avoir un déclic pour savoir ce que l'on veut faire plus tard? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs des déclics, mais en tout cas, ce que l'on cherche à faire au fur et à mesure des visios, c'est vraiment de les aider à travers pas mal d'exercices différents, de travail personnel, à éclairer et à éclaircir le chemin et de trouver 2 ou 3 pistes en tout cas qui vraiment résonnent fortement pour eux, quoi. Une des grandes idées fausses, c'est que les enfants n'ont pas de sexualité, ou n'auraient pas de sexualité. Clairement, en fait, il y a beaucoup de parents qui me disent « mais à quoi ça sert de leur en parler avant la puberté ?» C'est ça. Alors d'abord, peut-être leur apprendre ce Ils ont un corps qui va changer, certes, mais il y a un point de départ. Voilà, apprendre à nommer en fait ce qu'est l'intimité. Et du coup, il y a 2 chapitres qui sont hyper importants. Selon moi, il y a l'intimité et du coup son corollaire, le consentement. Et en fait, apprendre à nommer l'intime, c'est également apprendre à le protéger, ou en tout cas à pouvoir ouvrir, libérer la parole si besoin est, n'est-ce pas? Et ensuite, au-delà de l'UNESCO qui, dans ses principes directeurs, préconise 5-12 ans, qui est l'âge de latence pour pouvoir aborder ce sujet, entre le stade de la petite enfance où l'enfant est extrêmement obsédé par son corps, les stades oral, phallique, anal et la puberté, il y a un peu cette phase d'apaisement en fait, où c'est beaucoup plus facile en tant que parent d'aborder le sujet avec son enfant. Mais alors, si j'aborde le sujet avec mon enfant et qu'il est un petit peu grand, ça veut dire que ça va lui donner envie de le faire. Alors oui, ça c'est... Je pose une question qui est une idée reçue. Donc déjà, effectivement, pour répondre correctement à la question, les parents me disent, mon enfant n'a pas de sexualité, ça ne sert à rien de leur en parler. Alors juste, on va débunker tout de suite le sujet. 40 à 85% des enfants prépubères se masturbent. Ça, c'est vraiment les études mondiales qui le disent. Donc d'abord, vos enfants ont déjà une sexualité, ça existe même in utero, on a déjà des échographies. Donc d'abord, aussi accessoirement, laissez vos enfants vivre ce qu'ils ont à vivre et juste permettez-leur de le vivre dans les meilleures conditions. Donc si vous voyez vos enfants, notamment qui découvrent leur corps, juste invitez-les à le faire dans un endroit calme, posés, à l'abri des regards pour protéger leur intimité, celle des autres. Ensuite, effectivement, parler de sexualité à son enfant, est-ce que ça donnerait envie de faire... Est-ce que ça leur donnerait en fait envie d'avoir des rapports sexuels avec les autres? Ça, c'est quand même quelque chose qui revient. Alors du coup, non. Ce qui fait la force aujourd'hui de Twitter, c'est que Elon Musk s'est acheté un super jouet qui a une grosse audience. Il est en train de le détruire de l'intérieur pour le reconstruire comme il veut, pourquoi pas. Mais sur le financement, c'est la pub qui est le principal moyen. Et je crois qu'Apple, c'est 8% du chiffre d'affaires commercial en termes de pub de Twitter. Donc c'est énorme, c'est le premier annonceur. Donc il y a déjà un clash par rapport à ça. Et donc après, de là à trouver autant de gens qui paieraient, il va pouvoir avoir des verticales précises où des gens vont payer pour un certain usage, un certain accès, mais ce ne sera pas la masse. Le Washington Post précisait d'ailleurs, pour pouvoir compléter tes chiffres, qu'au premier semestre 2022, avant le rachat d'Elon Musk, Apple était le premier annonceur du réseau pour 48 millions de dollars de dépenses pour ce premier trimestre 2022. Donc c'est littéralement... Elon Musk, Damien, est en train de jouer la bourse ou la vie, là. Oui, sachant qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça. D'abord, il n'y a que lui. On n'a aucune. C'est lui, c'est dire quand il dit que Apple les a menacés. Vrai ou pas vrai, admettons. Ce qui se joue derrière, tu le disais, Marion, c'est l'histoire de la mise en place d'une formule premium, on va dire, donc de Twitter, un service payant, ou partiellement payant, avec ces fameux $8. C'est peut-être pas ça qui va le voler, le sauver plutôt. Le voler, ça. Le voler peut-être. Le voler, tiens, c'est peut-être. En revanche, non, j'allais venir, c'est justement, je pense qu'il considère que les 30% que pourrait prendre Apple, c'est du vol, justement. Autrement dit, ça pourrait être une capacité, on le sait, pour ceux qui ne suivent pas l'histoire, 30%, c'est la dîme que prend Apple ou Google, en général, sur les transactions sur les App Store. Mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas. Ça m'étonne qu'Elon Musk se réveille en se disant comment ça, Apple prend 30%. Ça a toujours été les conditions d'accès sur l'App Store et le Google Store. Présent, tu n'avais pas de transaction sur Twitter. Toi, en tant qu'utilisateur, tu n'achetais rien. Donc, par conséquent, à part la pub, et la pub, c'était géré ailleurs. Donc, par conséquent, tu n'avais pas les 30% qui pouvaient être pris. Je prends l'exemple de Netflix. Netflix, tu ne peux pas souscrire à Netflix via l'application pour éviter justement d'avoir les 30% qui sont pris par Apple ou par Google. Donc, tu le fais sur le service web pour éviter ce problème-là. J'imagine que ce cher Elon aimerait bien que les gens souscrivent à son option via l'application. Donc, a priori, il y aurait le fait que les 30% puissent pris. Et il n'a pas envie. Donc, par conséquent, il y a bien une petite bataille qui se passe derrière ça. Sophie, de plus en plus d'élèves comme Oriane se penchent sur l'orientation dès la première? Alors oui, c'est vraiment un phénomène qui est même qui nous a un peu surprise.
Parce qu'en fait, on s'imaginait plus avoir un cœur d'élèves de terminale. Et en fait, ça a été très équilibré. Et je pense qu'ils ont peut-être l'envie d'anticiper, de ne pas se retrouver dos au mur dans cette espèce de stress de la dernière ligne droite. Mais voilà, je pense que de réfléchir dès la première est une très très bonne idée. Ça permet de maturer son choix, de réfléchir sur la durée et d'incuber mieux sa réflexion, quoi. Alors Mathilde l'a dit, il s'agit de 5 séances hebdomadaires. Que fait l'élève pendant ces séances ? Alors, pendant les séances, c'est le moment où ils sont en groupe. Donc, il y a vraiment une importance du travail du groupe, c'est ça ? C'est le partage. En fait, entre les séances, ils font leur boulot personnel. Et pendant les séances, c'est le partage. Et on ne va pas obliger un jeune qui va être introverti à partager. Mais en fait, comme il écoute les autres, à ce moment-là, ça va le mettre en confiance pour dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai ci et j'ai ça. » Et ça va le... Débloquer ? Oui, exactement. Ça va le débloquer. C'est ça le truc avec les mots. Hein. C'est que effectivement, et ça va le renforcer en fait. Et donc il va se dire, en fait, je suis capable de prendre une décision par moi-même. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Théo Boscar, Alex Larochelle au son, Laure Audemont au maquillage, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac, ainsi qu'Agathe Delannoy aussi à l'actualité en bref aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, canal 247 sur les Freebox, cooltv.com pour nous retrouver. Vous nous écrivez, on vous répond. En attendant, plein de gros bisous.